Cosa Vostra. L'enseignement numéro 1 que j'ai par rapport à ça, c'est de jamais développer un produit avant de l'avoir vendu. En fait, on avait fait les choses de manière intuitive, de manière instinctive, mais aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est toujours de commencer par vendre, et une fois que j'ai vendu, que j'ai compris ce que voulaient les gens, là, je vais développer exactement ce qu'ils voulaient. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Cyril Aoudy qui est avec Artyom Rodionov, le cofondateur de Perifit. Bonjour Laurent. Salut Cyril, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, je me réjouis de cet épisode, ça fait une grosse demi-heure, presque une heure qu'on prépare et il y a plein de choses à dire. Mais la première peut-être, qu'est-ce que c'est Perifit ? C'est une sonde de rééducation du périnée. Peut-être tu le diras mieux avec tes mots. Ah oui, je peux. Écoute, c'est une sonde de rééducation du périnée. Alors le périnée, pour les gens qui savent pas ce que c'est pas du tout un os de la jambe, c'est vraiment un muscle qui est autour du vagin et que les hommes ont également, qui est situé dans le bassin. Et c'est un muscle qui va perdre de la musculature au cours de sa vie. Et de la tonicité. La tonicité, exactement. Ouais. Et quand ce muscle perd de la tonicité, il y a des symptômes pas très cool qui apparaissent, en particulier pour les femmes. Il y a des fuites urinaires, il y a des chutes d'organes, il y a des problèmes de bien-être sexuel. Ça se soigne avec des opérations chirurgicales avec anesthésie générale. Il peut y avoir des complications. Ça a un impact assez fort sur la santé mentale, le fait d'avoir des fuites urinaires, des chutes d'organes ou des problèmes de bien-être sexuel. Et c'est une femme sur 3 dans le monde qui est concernée. Donc c'est un problème qui est énorme. Et en plus de ça, c'est tabou. Et la solution qu'on utilise, c'est des protections urinaires qui sont pas du tout écologiques parce que c'est des protections à usage unique. Donc, on voit cette situation qui est un vrai problème de santé publique sur lequel il n'y a pas vraiment de solution qui existe. Et du coup, on a l'idée de faire Perifit. C'est une sonde de rééducation périnéale, donc qui permet de mesurer la force de contraction du périnée, parce que c'est très dur de muscler un muscle qu'on ne voit pas. Et donc avec cette sonde, on va pouvoir voir sur l'écran du téléphone le muscle qui se contracte. Et la magie dans tout ça, c'est que en plus de voir ce muscle qui se contracte, on va pouvoir jouer à un jeu vidéo avec son périnée. Et donc non seulement ça va être efficace, mais en plus ça va être motivant. Et ça, c'est un gros enjeu dans les soins, c'est l'observance du traitement. Est-ce que les personnes à qui on prescrit des antibiotiques vont vraiment les prendre jusqu'au bout ? Et ben en fait, avec notre produit, comme c'est un jeu vidéo, c'est fun, et du coup les personnes vont jusqu'au bout du traitement et sont soignées derrière. Et comme n'importe quel muscle, ça se travaille. Et si on ne travaille pas, j'imagine qu'il perd justement sa tonicité. Et il y a des cas dans lesquels, enfin, c'est l'accouchement principalement qui le met à mal, ou c'est la vie, c'est quoi ? Alors, l'accouchement, c'est ce qui est le plus connu. Mais concrètement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. On a notamment le sport. Trop ou pas assez ? En général, trop de sport. Surtout les sports à impact. En fait, ça dépend des sports. Okay. Si tu veux les échecs, il n'y a aucun problème, tu peux y aller. Mais par contre, si tu fais du trampoline, je crois que les sportifs de haut niveau en trampoline, à 90%, ont des fuites urinaires à l'âge de 16 ans. C'est quelque chose qui est dramatique. T'as aussi des sports comme le basketball. En fait, à chaque fois que tu vas avoir un saut et puis ensuite un atterrissage assez fort, en fait, tous tes organes, tout ton corps humain va taper sur ton périnée. Ton périnée, il œuvre comme un hamac qui va supporter tous les organes. Okay. Et à force de se prendre des masses qui tombent sur lui en permanence, eh ben, il se détend et ça cause ces problèmes-là. Par exemple, le surpoids, c'est aussi un facteur pour le périnée, la ménopause aussi, parce qu'on a les tissus musculaires qui s'affaiblissent. Donc voilà, il y a plein de facteurs, mais effectivement, l'accouchement, c'est un gros facteur qui est très fréquent et très connu. Ok.
Je risque de poser des questions naïves, pour pas dire des questions cons pendant cet épisode. Tu m'excuseras, Cyril, mais je suis très heureux de te recevoir. Bon, je m'excuse pour les auditrices. Peut-être que je poserai des questions aux auditeurs qui seraient plus à même sur le sujet que moi. Mais bref, grand plaisir de te recevoir. Un grand merci à Colombe des Petits Papiers. C'est une agence de relations presse qui a permis cette intro. Une agence géniale. Une agence géniale, si tu le dis. Je te crois sur parole. C'est en tout cas l'impression que j'en ai eu. Tu y travailles depuis 2016, on va dire, 2015-2016, pour un lancement, première livraison en 2018. 2019, tu fais 1 million. 2020, tu fais 8. 2021, 14. Grosse croissance. Belle accélération. Autofinancée, avec des campagnes de crowd, mais en tout cas pas d'investissement externe à date. C'est assez hallucinant. T'es ingé de formation. T'as lancé une première startup dans le hardware. Pardon pour cette prononciation, hardware. Lancé une première startup hardware et tu m'expliqueras un peu les apprentissages et surtout ce que tu as fait dans Perifit que tu n'avais pas fait sur la première fois, et notamment tu m'as dit un truc quand on préparait, mais vendre avant de produire et plus l'inverse. Ouais, on en reparlera. On parlera aussi de l'entrepreneuriat, des tâches répétitives, des choses qu'il faut faire et qu'il faut oser faire, ou en tout cas avoir le courage de faire au début. On parlera aussi de ton NPS négatif, comment se sortir d'un NPS négatif pour revenir à un NPS très positif, et puis de toute ta prod de lancement, ton test sur le sujet. Ça a été une landing, un peu d'achat média, mais sans produit, pour voir si ça mordait. Tu as aussi parlé à des centaines d'experts. Bref, tu vas me raconter tout ça. Tu distribues aujourd'hui principalement en D2C en ligne à 90%, dont 10% sur Amazon. Tu me raconteras comment tu gères tes ventes, et le reste avec des distributeurs en pharma, sur des sites ou en magasin. Tu fais 90% à l'étranger. Tu me disais d'ailleurs que sur ce marché, de la rééducation périnéale, c'est juste, qui est estimé à 150 millions, vous êtes l'acteur numéro 1, le leader mondial. Voilà. Plein de sujets hyper intéressants, et je te propose qu'on se lance tout de suite. Donc je le fais en résumé, mais t'es ingé et t'as lancé ta première boîte, un AirTag, enfin l'équivalent d'un AirTag. Ouais. 3 ans, t'en as vendu 50 000 quand même, Ouais. mais ça a pas explosé, ça a pas vraiment décollé. Oui, c'est ça. Tes apprentissages, s'il y en avait 3 sur cette première expérience. Le premier, sans aucun doute, c'est... je peux raconter l'histoire, c'est plus parlant. Je finis mon école d'ingénieur, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale, et je suis ingénieur, donc moi, je me mets directement à développer le produit. Je le développe pendant 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, on a énormément avancé sur l'électronique, sur la mécanique, sur le software. Le produit est prêt à être mis dans les mains d'un client, sauf qu'en réalité, les clients, ils s'en veulent pas du tout. Parce que le design est horrible, parce que la manière de le vendre est pas du tout adaptée. En tout cas, on sait pas encore comment le vendre, on sait pas pourquoi les gens achèteraient ça. Et du coup, moi, je me retrouve 1 an et demi après avoir lancé ma boîte, vraiment en difficulté financière sévère, et je me retrouve contraint en fait d'arrêter cette aventure pour trouver un boulot. Et l'enseignement numéro 1 que j'ai par rapport à ça, c'est de jamais développer un produit avant de l'avoir vendu. En fait, on avait fait les choses de manière intuitive, de manière instinctive, mais aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est toujours de commencer par vendre, et une fois que j'ai vendu, que j'ai compris ce que voulaient les gens, là, je vais développer exactement ce qu'ils voulaient. Comprendre ce que veulent les gens, tu l'as fait à plusieurs reprises dans l'aventure Perifit, on y reviendra, mais ça c'est fort aussi. C'est toujours difficile d'ailleurs quand tu es entrepreneur, parce que tu as des gut feelings, comme tu dis, des croyances fortes. Tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, mais les confronter à une réalité, c'est important avant de te lancer dans l'aventure, quoi. Ouais. Tu fais un petit tour dans une grande entreprise, et là... raconte-moi la naissance de Perifit. Alors, la naissance de Perifit, c'est une amie à moi qui me dit, à brûle pour point, est-ce que tu peux faire un jeu vidéo que je peux contrôler avec mon périnée, en gros des boules de geisha pour jouer à Flappy Bird, texto. Et j'écoute ça, et à l'époque, moi, j'avais pas du tout de culture médicale ou de connaissances sur les problèmes de périnée. Donc je me renseigne sur le sujet, parce que je me dis, si elle me demande ça et que ça n'existe pas, ça se trouve, il y a des millions de femmes qui se demandent la même chose, mais comme personne le fait, en fait, tout le monde se le demande individuellement, et personne concrétise la chose. Donc il y a peut-être un énorme potentiel, en fait. Je me dis, dès que j'ai envie d'un truc
que je trouve pas. Je suis sûrement pas très bizarre. Il y a sûrement plein de gens aussi bizarres que moi qui veulent la même chose. Et donc je me renseigne et c'est là où je découvre le potentiel énorme que ça a et la crise sanitaire qui existe sans que personne n'en parle. Et donc forcément, on se lance dans l'aventure, on commence à faire des landing pages, donc on commence à développer la vente avant de développer le produit cette fois. Et assez vite, on a des super résultats. Je vois que le produit convertit très bien avec des coûts d'acquisition hyper faibles. Et donc là, je capitalise sur l'expérience que j'avais déjà par le passé avec mon premier produit. Je rappelle Artem, avec qui on avait fait cette première société de porte-clés localisables. Et on se relance dans l'aventure ensemble et ensuite ça va. Alors je fais un arrêt là sur ta. Donc tu crées une landing, photo produit, ou en tout cas mock-up de produit, un lien de paiement, de l'acquise, de l'email. Comment tu fais pour la faire connaître? Alors concrètement, j'avais pris Instapage. C'est un landing page builder un peu comme Unbounce. J'avais pris les images de Alibaba que j'avais détourées pour les réintégrer sur d'autres visuels. Et j'avais mis un module Equid pour le paiement. En gros, c'est un petit bout de code et ça te rajoute directement un bouton à jeter au panier et puis tout est bien intégré. Et je crois que c'est tout, et pas mal d'huile de coude pour apprendre à se servir de Photoshop, pour apprendre à bien positionner le site, à faire du web design, en fait, c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait. Et puis ensuite, campagne sur Google Ads et sur Facebook. Que tu avais déjà fait dans le passé? Des campagnes, où tu le découvres à ce moment-là? Ouais, je découvre à ce moment-là. Ok. Et alors, comment tu te formes? 2016, en plus, c'est un autre siècle limite sur l'acquise, mais ouais. Alors, Google Ads, ça me paraissait assez compliqué. Donc là, je demande de l'aide. J'ai un pote à moi qui fait ça un peu en freelance. Donc, il m'aide à programmer les campagnes, il les pilote un peu. Donc là, super, on est aidé, mais ça décolle pas trop les campagnes Google Ads. Et après coup, c'est venu un peu plus tard, mais sur Facebook, on a développé... En fait, si tu veux, là où j'ai trouvé que le coût d'acquisition était ouf, c'est quand j'ai partagé en fait le site internet sur une page de kinésithérapeute où il y avait 5000 kinés. Et à peine partagé, je vois plein de commandes qui tombent, ce qui n'était pas arrivé précédemment. Et je vois le nombre de commandes par rapport au volume de trafic qui fait un taux de conversion hyper élevé. Je me dis, OK, là, on a quelque chose. Et c'est plus tard, quand on a commencé à préparer les vrais crowdfunding, qu'on s'est mis sur Facebook Ads. Et c'est là où tu pars de zéro, tu essayes de faire le truc un peu en cliquant sur les boutons qui te paraissent les plus pertinents. Mais Facebook Ads, à l'époque, c'était assez simple à utiliser. C'est toujours assez simple, hein, mais... Moi, je crois que maintenant, en plus, tu peux te laisser totalement guider. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux laisser la machine et l'algo faire les choix à ta place. Excellent. Donc ta landing te fait dire, en tout cas les résultats te font dire que y a peut-être un truc à faire. Ouais. Tu retrouves ton ancien associé sur les porte-clés localisables, Artium, pardon. Et vous décidez d'avancer sur le sujet. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et là, ce qu'on fait, un peu de contenu, des blogs, des articles. Ouais, en gros, on a 2 axes de développement. D'un côté, on se dit, peut-être que si on a un bon site avec des bons articles de blog, avec plein de trafic organique, on va avoir plein de gens qui vont venir sur notre site et qui vont acheter nos produits. Et de l'autre côté, on se dit, si on parle aux kinésithérapeutes et aux sages-femmes et qu'on leur vend l'idée du produit, peut-être qu'elles vont en parler à leurs patientes et derrière, ça va permettre de développer aussi l'activité. Et donc, on fait les 2 choses. On commence à écrire des articles, à les publier. Et à côté de ça, on appelle. On fait de la prospection téléphonique. On appelle toute la journée des kinés, des sages-femmes pour prendre rendez-vous. Ensuite, on les rencontre. On en a rencontré 300. 300? Ouais, sur les premiers mois. 2016, hein, c'est ça, en gros? Ouais, en gros, c'est ça. Super. Et qu'est-ce que tu apprends? Tout, en fait. Tout. On apprend pourquoi est-ce que les femmes viennent en consultation, c'est quoi en gros, on se forme d'un point de vue médical et surtout, on récupère le cahier des charges du produit. Elle nous dit, votre application, faut qu'elle fasse ça, votre produit, faut qu'il ait telle dimension, ceci, cela. On se fait beaucoup aider par Sandrine Galiac-Alanbari, qu'on rencontre parmi ces personnes-là, qui est formatrice au sein d'un institut de formation dédié au périnée et à la rééducation du périnée. Donc, c'est quelqu'un qui forme les kinésithérapeutes à la rééducation périnéale. Sandrine comment? Sandrine Galiac-Alanbari.
Et elle est investie dans son travail. Elle accompagne des personnes qui font des thèses sur la rééducation du périnée. En fait, on tombe sur une perle qui va beaucoup nous aider pour la structuration des programmes d'entraînement dans l'application, pour le design de la sonde. Et notamment, c'est elle qui est à l'origine du fait que notre sonde de rééducation périnéale a 2 capteurs. Et ça, c'est assez exceptionnel dans le marché. On a un capteur à l'entrée du vagin, on a un capteur un peu plus profond. Ça va nous permettre de faire du traitement du signal entre les 2 capteurs pour être capable de dire est-ce que vous êtes en train de contracter votre périnée ou est-ce que vous êtes en train de contracter un autre muscle, le ventre, les cuisses, les muscles fessiers. Et ça, c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font leur rééducation du périnée. Mais mal. Mais mal. Mais pas le bon muscle, on parle. Ouais. En gros, tu as 2 femmes sur 5 qui contractent leur périnée de la mauvaise manière. Et en fait, qui, si elles continuent de s'entraîner de cette manière, vont aggraver leur situation plutôt que de se soigner. Et avec cette fonctionnalité qui est exclusive à Perifit, nous, on est capable de dire, attention, là, vous faites mal votre contraction. On va repasser sur un module de formation, on va réviser un peu comment faire une bonne contraction. Et donc voilà, ça, c'est la première période, c'est vraiment le cahier des charges du produit, beaucoup plus finalement que obtenir des recommandations. Donc tu te formes sur un sujet que tu connaissais pas très bien, tu t'appelles 300 experts, des sages-femmes, des kinés, pour comprendre le sujet et surtout écrire du coup le cahier des charges parfait du produit. Ouais. L'aspect jeu, comment ils le perçoivent, comment ils le reçoivent? Très très positif. En fait, c'est ça qui nous encourage à continuer à bosser, c'est qu'on sent une appétence, on sent une traction dès qu'on montre l'idée. Voilà, on veut faire un jeu vidéo qui se contrôle avec le périnée, ça tient en une phrase et t'as directement un sourire et de l'intérêt de la part des professionnels de santé. Donc ça, c'est très bien reçu. On sait que ça va être l'une de nos fondations. Alors moi, papa, j'ai été confronté. Non, mais on m'a évoqué le sujet lors des accouchements de mes filles. Tu vois, voilà, c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de rééducation de périnée. Tu dis que c'est pas que. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y a le sport, il y a différentes choses. La patiente moyenne, la patiente type, le persona de la patiente, c'est qui, c'est quoi? Alors ça dépend des pays. Aujourd'hui, nous, on est, comme je te l'ai dit, 10% en France, 90% à l'étranger. Donc la France, c'est un marché particulier, c'est un marché qui est vraiment autour de la rééducation du périnée postpartum, donc juste après l'accouchement. Donc c'est des femmes qui viennent d'accoucher pour leur premier ou pour leur deuxième enfant. Parfois pour leur deuxième enfant, elles ont déjà fait la rééducation avec un kiné la première fois. Et la deuxième fois, elles se disent qu'elles maîtrisent un peu plus le sujet, qu'elles vont le faire seules. Nous, on recommande toujours que ce soit un complément aux soins qui est prescrit par le kinésithérapeute. Ouais. Néanmoins, on comprend que certaines personnes, soit dans l'urgence, n'ont pas beaucoup de temps, ont besoin de plus de confort. Et à ce moment-là, on essaie de tout faire en sorte pour que l'utilisation du Perifit soit suffisante seule. Ok, et c'est quelque chose que tu dois faire toute ta vie, pendant une période, comment ça... Question néophyte, je t'avais prévenu. Ouais, non, mais il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Ça dépend. Il n'y a pas une seule réponse, il y a beaucoup de réponses, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui vont s'entraîner 3 semaines, qui vont mettre fin à leur futur urinaire et qui n'auront plus jamais besoin de s'entraîner. Parce qu'elles ont remusclé et qu'ensuite elles vont reprendre des habitudes dans leur quotidien pour pas perdre le tonus dans leurs muscles. Et puis il y a des personnes qui vont devoir s'entraîner toutes les semaines jusqu'à la fin de leur vie, notamment au bout d'un certain âge, quand on a des problèmes de chute d'organes, si on veut éviter l'opération chirurgicale, parfois c'est nécessaire de maintenir l'entraînement. Ok. Donc tu parles à 300 experts, tu as le cahier des charges parfait, tu te dis aussi que tu pourrais les transformer ensuite en ambassadeurs pour la marque. Oui, bien sûr. À quel moment est-ce que le nom Perifit arrive ? Dès le début, je crois. Dès le début. Au début, je voulais m'appeler Périnéo. Je trouvais qu'il y avait... Balnéo, Périnéo. J'étais fan de Balnéo. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Non, mais je m'étais dit, comme le périnée. Nouveau périnée. Mais le nouveau périnée. Ouais, ok. Sauf que c'était déjà pris. Et je crois que du coup, genre, 10 secondes plus tard, je me suis dit, sinon, Perifit, ça a l'air dispo, c'est parti. Ok. On n'a pas passé beaucoup de temps. Je sais pas si j'ai dit en intro, mais perifit.co, allez tout de suite faire un tour pour voir de quoi on parle dans leur client. Merci pour la promo, Laurent. C'est pas de la promo, c'est normal. Tu lances une campagne de crowdfunding auprès de cette population la même année. Exactement, ouais, parce qu'on était toujours dans l'optique de se dire qu'on allait constituer un réseau de kinésithérapeutes qui allait recommander le produit pour avoir des coûts d'acquisition un peu contrôlés et également avoir un meilleur lien avec la partie médicale qui est quand même une force en France par rapport au reste du monde où il y a quand même beaucoup de personnes qui sont expertes en éducation du périnée.
Et donc on écrivait des articles de blog qu'on partageait pour les kinésithérapeutes, on avait une newsletter, on essayait de constituer un maximum cette communauté et de l'engager. Et donc notre première campagne de crowdfunding, on le fait sur notre propre site internet et on vise exclusivement les kinésithérapeutes. Et là, on obtient 30 000 euros de financement. Donc c'est des préventes qu'on fait. On est plutôt content parce qu'on a vraiment investi 0 € de marketing. C'était juste des doigts qui appuyaient sur des touches de clavier. Et c'était les nôtres. En plus, on n'a même pas pu bénéficier d'aide. Donc on est très content là-dessus. Et on se dit, ok, c'est pas mal, mais clairement, c'est pas avec ce marché qu'on va pouvoir faire la croissance qu'on a envie de faire. Juste après le crowdfunding, on passe directement à la prochaine étape où on se dit, il nous faut un crowdfunding international où on vise directement les patientes. Et donc là, c'est la deuxième partie de l'année où on prépare toute la campagne. Et c'est là où on découvre Facebook Ads. Et c'est là où on voit la force de Facebook Ads, en fait, parce qu'on arrive à obtenir des adresses email de potentielles clientes pour 50 centimes, ce qui était exceptionnel pour nous à l'époque. Donc on investit quelques milliers d'euros pour préparer cette campagne. On lance la campagne au début de l'année qui suit et on l'a fait sur Indiegogo et Kickstarter. Et on réussit à obtenir 300 000 euros à l'issue de cette campagne. En D2C, enfin cette fois avec des consommatrices. Exactement. Finales, ok. Et là, évidemment, t'as déjà un prototype. Et là, évidemment, bien sûr, on n'a pas du tout de prototype. On n'a absolument rien. Donc, moi, j'ai été traumatisé par ma première expérience où j'avais quand même passé quasiment 2 ans de ma vie à vivre sous le seuil de pauvreté pour au final repartir avec un nouveau boulot et des dettes. Donc, si tu veux, je le recommande pas. Je recommande pas. Je reprenais une tarte au chocolat, c'est largement meilleur que ce que j'ai vécu. Et du coup, je me dis, plus jamais je développerai un produit technologique sans l'avoir vendu au préalable. Il faut absolument que le produit soit vendu parce que sinon, je vais encore perdre mon temps comme j'ai pu le perdre par le passé. Donc, on a vendu 300 000 euros, on est super content. Mais par contre, maintenant, il faut le développer, le produit. Mais tu juges que la première campagne auprès des professionnels à 30K, c'est pas énorme 30K, hein, j'en conviens, mais c'était pas suffisant pour commencer à chercher des partenaires ou faire ton... Tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est intéressant ce que tu me demandes. En fait, je vais rentrer dans le détail. Vas-y, on est là pour ça. Dans la première campagne, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un produit Alibaba qu'on avait hacké. Donc, c'était une sonde, c'était un sextoy, hein, mais qui avait un capteur de pression et une puce Bluetooth et aussi un vibreur. Donc, nous, la partie vibration, c'était pas forcément ça qui nous intéressait. Mais par contre, on s'est dit, on peut hacker le firmware, donc c'est le petit logiciel qui est à l'intérieur de cette sonde. Et comme ça, on peut la contrôler à notre manière et on peut la connecter avec notre propre application. Excellent, ok. Donc ça veut dire que c'est des frais qui sont beaucoup moins élevés. T'as pas à ouvrir des moules, t'as pas à payer des frais supplémentaires. Et le firmware, une fois que tu l'as hacké, tu peux le réinstaller assez facilement sur les objets que tu vends, on est d'accord? Exactement, ouais. Après, okay. On peut le reprendre, ce firmware, le capitaliser. Et donc, par rapport au montant d'argent qu'on avait levé, donc 30 000 euros, nous, ça nous demandait quelques semaines de travail pour faire un peu de soft dans la sonde et dans l'application et livrer ça aux clients potentiels. C'est pas pérenne comme fonctionnement, mais par contre, on était rentable sur notre campagne en faisant ça. Et donc là, on se dit, ok, ça c'est bien, mais par contre, si on veut faire un business qui est rentable et qui scale, on pourra pas le faire avec un produit qu'on hack sur Alibaba. Il va falloir qu'on achète nos propres composants, qu'on fasse notre propre conception 3D mécanique, notre propre conception électronique. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de faire beaucoup plus de ventes et on n'était pas sûr de réussir à le faire. Et donc on voulait d'abord réaliser cette campagne, réaliser ce succès financier pour ensuite financer le développement. C'est intéressant parce que là tu as été une fourche, la croisée des chemins. Et tu aurais pu avoir une histoire complètement différente si tu t'étais arrêté sur les professionnels et ces 30K et hacker un produit existant, puis ensuite essayer d'aller convaincre d'autres professionnels plutôt que de te dire non, c'est pas assez, allons voir le grand public et testons un produit vraiment sur mesure. Ouais. Ok, intéressant. Avant de continuer, juste là, on est à peu près en 2017, si je dis pas de bêtises, sur la deuxième campagne Indiegogo où tu lèves 300K, enfin Indiegogo et Kickstarter avec 300K levés. À quel moment t'as quitté ton job ? Et je l'ai quitté au premier jour de la campagne. Je l'ai pas quitté, j'ai fait un congé pour création d'entreprise.
Ok, donc la landing, les experts, les blogs, la newsletter, tout ça, tout ce que tu as fait, et la campagne de crowd auprès des pros, tout ça, tu l'as fait en parallèle de mon boulot. En parallèle de ton boulot, et tu as quitté ton job pour, tu m'as dit, un congé entrepreneurial. Congé pour création de Oui, mais t'as pas de revenus. Mais tu as l'assurance d'avoir un job à la fin, voilà, c'est ça ? J'ai l'assurance qu'un an après, si mon projet ne fonctionne pas, je peux... Et t'as préféré faire ça plutôt que de négocier une rupture co ou un truc comme ça ? Ou peut-être qu'ils donnaient pas de rupture co. Ils donnaient pas de rupture co. C'était ma seule option. Ok. Ouais. Ça, c'est un autre sujet de pilotage d'entreprise, mais on y reviendra une autre fois. Ouais. Donc, au premier jour de la campagne Indiegogo, qui est un succès, enfin, humblement un beau succès, tu quittes ton job, enfin, tu prends un congé pour création d'entreprise. La campagne se passe, elle est couronnée de succès, 300 KE levés, et à ce moment-là, tu te dis, bon, maintenant, j'ai suffisamment d'éléments pour... de preuves oui, faut se mettre au boulot un moment vert pour aller chercher un partenaire. Ok. Et ouais, donc ça c'est. Et donc tu cherches sur internet et tu trouves une usine qui peut te faire des moules et le produit. Ouais, exactement. Enfin, pas le produit, parce que nous on est 2 ingés avec Artem. Donc la partie conception 3D on l'avait déjà fait, et c'est surtout ça, moi je suis énormément reconnaissant envers Artem, parce que toute la partie technique c'est plutôt son domaine, et on avait déjà fait ça ensemble avec le premier produit. Donc c'était un porte-clés qu'on pouvait localiser, donc t'avais de la méca, t'avais de l'électronique, t'avais du software, donc on savait déjà plus ou moins où aller pour produire notre produit, et on pensait qu'on était plutôt pas mal parce qu'on avait quand même fait 3000 ventes. Alors, on se disait qu'on était un peu les rois du pétrole, et on est arrivé face aux usines qui nous ont plus ou moins rayonnés, en fait, parce que quasiment personne ne voulait travailler avec nous. Pour elles, 3000 unités, c'est très petit. C'est à partir de 10 000 que ça devient intéressant. Donc on a dû pas mal galérer. On a dû trouver les usines les plus petites, qui démarraient un peu, qui étaient un peu au même niveau que nous. Et finalement, on a réussi à trouver des usines qui fonctionnaient bien. On a passé 3 mois en Chine. T'as fait des concessions un peu sur ton cahier des charges ? Non. Ok. Non, on est resté. C'est plus trouver la bonne usine qui pouvait. Qui acceptait en fait de produire pour nous. Ok. Je l'ai pas dit, mais c'est Artem, hein, ça s'écrit, si on le prononçait la française, Artem. Artem Rodionov, vous êtes tous les deux centraliens, Lyon, ça ? C'est ça. Même promo ? Même promo. Ok. Et donc, pardon, 2 choses. La première, c'est que je suis souvent surpris parce que j'ai des invités, alors peut-être qu'ils me mentent, mais je pense pas, j'espère pas, qui me disent qu'ils ont trouvé à distance une usine qui acceptait de les accompagner pour une petite quantité, tu vois, pour tester un marché. Et on parle de quelques centaines, peut-être milliers, mais jamais beaucoup plus. Là, tu me dis que toi, ça a été compliqué. Ah, ça a été compliqué. Ok. Alors, peut-être que ça a changé depuis, peut-être que les choses ont évolué depuis 5 ou 6 ans. En tout cas, nous, à l'époque, on avait du mal à trouver des personnes qui voulaient vraiment travailler avec nous à 3000 unités. Et puis, c'est peut-être aussi dû au marché qu'on visait. Si tu veux, les usines qu'on allait chercher, c'était des usines qui fabriquaient des sextoys. Parce que c'est ce à quoi ressemble notre produit. Et une usine qui fait des sextoys va être en capacité d'adapter le produit pour en faire un dispositif médical tel que nous, on le fabrique. Et peut-être que ces usines-là ont plus de difficultés à produire que des usines de textile ou des usines qui font des produits un peu moins tech. Ok. Je connais pas le sujet. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais réagir, c'est que vous allez passer 3 mois en Chine pour voir les usines, présenter les designs et trouver le partenaire. Ouais. Alors je sais pas si c'est rare, mais dans les invités du panier, c'est souvent des choses qui sont à distance, tu vois. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ça vous permet de faire les tests sur place, de voir les produits, les premiers protos sortir ? Ah bah oui, bien sûr. En fait, raconte-moi ces 3 mois. Ces 3 mois déjà hyper intéressant, hyper intense. Donc tous les jours, c'est 1 à 2 heures de déplacement où on va jusqu'à l'usine, on va visiter l'usine, on va discuter avec les ingénieurs de l'usine, le directeur d'usine. C'est beaucoup de relationnel. Donc c'est hyper intéressant déjà de rencontrer cette culture de cette manière. Et derrière, nous, tu vois des trucs dans les usines qui vont te faire aussi prendre des décisions quand tu vois que c'est super sale, super propre, ou que c'est super cher, pas cher, enfin bref. Déjà, rencontrer les usines, c'est un truc hyper intéressant de voir comment ils fonctionnent. Derrière, nous, on avait développé notre modèle 3D, on avait développé notre carte électronique, mais on n'est pas des experts du tout. En fait, c'est pas du tout notre spécialité de faire ça. Et donc, on montre ce qu'on a fait aux usines, et puis en général, c'est un peu la déssauce. Ils te disent à demi-mot qu'il faut un peu tout refaire.
Donc, comment est-ce qu'on choisit la bonne usine ? On va prendre quelques usines, on va leur demander à toutes de faire des prototypes par rapport à l'évolution qu'elles voient dans notre modèle 3D, dans notre électronique. On va comparer leur qualité, on va comparer comment est-ce que ça se passe de travailler avec certaines d'entre elles, et puis ensuite il faut être au quotidien avec elles, parce que quand tu montes une ligne d'assemblage, en fait il faut former chaque personne de la ligne d'assemblage, il faut faire du contrôle qualité, et ça tu le fais à chaque étape de l'usine, et en fait l'usine va pas avoir les mêmes critères de qualité que toi, donc si t'es pas là, tu passes beaucoup plus de temps à développer ton produit, enfin en tout cas à obtenir un produit qualitatif, que si t'es à distance. Enfin, Okay. En tout cas pour nous c'était une manière de faire accélérer les choses, et puis comme on était 2 dans la boîte à l'époque, tu vois, c'est pas comme quand tu dois faire déplacer tout ton département hardware. On était juste 2, on kiffait aussi. Donc, Comment tu te finances sur cette période ? cette période, on avait le crowdfunding, on avait les 300K. Ouais. Et puis c'est tout. Qui t'ont permis de financer le déplacement aussi. C'est ça, exactement. Okay. Au bout des 3 mois, t'as quoi ? Non, pardon, autre question. Alors j'imagine que si c'est des usines de sextoy auxquelles tu parles, tout ce qui est matière, contact avec la peau, je sais pas, tu vois, s'il faut des certifications, t'as la garantie de les avoir, ou en tout cas tu les cherches. Ah carrément. Ouais. Carrément, on cherche potentiellement des usines qui ont la norme ISO 13485. C'est la norme médicale pour produire des dispositifs médicaux. Ça simplifie énormément le processus de certification derrière pour avoir une norme CE classe 1, c'était la norme de produit, ou alors pour être enregistré à la FDA. Aux États-unis. La FDA. Pardon, excuse-moi. Ah, désolé. J'ai pas un gros accent. La FDA, ok. Ouais. Et voilà. Donc, effectivement, c'est un gros critère pour nous. La partie médicale. Food and Drug Administration. Je me demandais ce que c'était. J'avais plus en tête. Cool. Au bout des 3 mois, t'as quoi ? Un proto validé ? 3 mois, on a des protos en impression 3D qui fonctionnent très mal, mais qui fonctionnent. Ok. Et on a surtout un process de fabrication, parce que notamment tu as une partie silicone sur notre produit, et le silicone, pour tous les gens qui en font, on peut te dire c'est l'enfer sur Terre. Ah ouais, pourquoi ? C'est un processus chimique très compliqué pour produire les pièces silicone, et puis ensuite pour les assembler c'est super compliqué. Et c'est en faisant le tour de toutes les usines qu'on a réussi à trouver une usine qui faisait un truc spécial avec le silicone, on avait filmé le truc, on l'a montré à l'usine avec qui on a travaillé finalement. Ils t'ont laissé le filmer ? Ouais, ils laissent tout filmer, ouais. Okay. Tu sais, pas trop de secrets, si tu veux travailler avec les gens. Non, mais si t'as trouvé une usine qui était la seule à faire un truc, j'aurais imaginé peut-être qu'ils protègent leur invention. Ou leur process. Mais ok, d'accord. Ouais. Bon, c'était cool. Mais donc t'as commencé t'as fait ces 3 mois après la campagne Indiegogo. Ouais, c'est ça. T'avais promis quelle date pour les livraisons et t'as livré comment ? Ouais, on avait promis qu'on les livrerait en avril. 2017. Ouais. Et au final, on n'est pas trop respecté cette date. On a livré en janvier 2018. Ok, donc 6, 7, 8 mois de retard. Voilà. Comment t'as géré ce retard ? T'avais des retours, t'avais des demandes de remboursement, t'avais des gens qui gueulaient évidemment. Oui, bien sûr. Tout le monde était extrêmement énervé. Ce que je peux comprendre, pardon, je ne... Ouais. C'est juste après une charge de travail que tu inclus dans ton quotidien. Donc t'as tous les jours une vingtaine, une trentaine de mails de personnes très énervées à qui il faut communiquer que effectivement, on va pas livrer ce mois-ci, on va peut-être livrer... dans 3 mois ou dans 4 mois, à chaque fois on décalait les dates parce qu'on n'était même pas très sûr de quand est-ce qu'on serait capable de livrer. Et c'est ce qui nous a amené vers notre premier recrutement. On a recruté Bérénice, qui est encore avec nous aujourd'hui, qui s'occupait du service client à l'époque, et donc qui répondait à toutes les demandes et qui s'assurait que déjà les personnes qui veulent te rembourser sont remboursées. Tu vois. Je pense que c'est pas un bon démarrage de stopper les remboursements, même si c'est un peu dur émotionnellement de bien sûr, de perdre progressivement l'argent que tu as commencé à investir. Et surtout, de rassurer les gens sur le fait qu'on était vraiment en train de travailler et qu'on allait vraiment les livrer. C'était le plus important. Ok. Donc, début 2018, tu fais tes premières livraisons. Vous n'avez pas levé encore à ce moment-là ? Exactement. Pas levé ensuite, mais est-ce que vous vous posez la question ? Parce que tu rencontres des investisseurs, je crois que tu as rencontré Thibaut Elzière à cette époque. Oui, je rencontre Thibaut Elzière à cette époque. Et oui, nous, notre objectif, c'était de lever. On pensait pouvoir accélérer. On avait tout un plan pour lancer plein de nouveaux produits. Et à ce moment-là, c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre Thibaut Elzière. Pardon, je souris, vous le savez pas, chers auditrices, chers auditeurs, mais donc on enregistre dans les bureaux de Cosa Vostra. Mon voisin d'enregistrement, c'est Mathieu Stéphanie, mon associé, qui enregistre DIY avec Mathieu Pigas, qui est un peu je sais pas, le plus grand banquier du monde, de France en tout cas, et mogul de médias.
Et le fils de Matt était au bureau et je le vois faire des allers-retours entre la salle et l'extérieur parce qu'il avait un problème sur son iPad. Voilà, vous aurez, si vous écoutez l'épisode de Mathieu ou le mien, du coup, vous aurez des deux côtés l'histoire. Excuse-moi, Thibaut Alzière, qui est le cofondateur, entre autres, de eFounders, alors qui a fait pas mal de choses dans sa vie, mais eFounders, qui est le meilleur startup studio du monde, de France, évidemment. Mais, donc tu rencontres Thibaut Alzière. Qui avait fait juste avant Fotalia, où la revente était à 800 millions, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un de très talentueux, très intelligent, et donc on lui parle, on essayait plus ou moins de lever des fonds, d'obtenir des conseils aussi de sa part, et il nous demande alors, vous en êtes où au niveau du NPS? Donc nous, on lui demande du coup, c'est quoi le NPS? Et donc il nous explique, on le calcule, et on se rend compte qu'on a un NPS à moins 50. Donc c'est pas terrible. En fait, pour avoir un NPS en dessous de moins 50, faut vraiment le vouloir, quoi. Faut vraiment vouloir rendre les gens énervés. Mais alors, quelle est la part de retard dans les livraisons dans ce NPS, tu vois? Enfin, potentiellement, il y a une part de retard qui est importante. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À quoi est dû ce NPS négatif? Déjà, j'avais oublié, mais que c'était entre 0 et 100, mais c'est entre moins 100 et 100. tu me l'as bien rappelé. Donc, NPS négatif. Alors, comment on s'en sort, si tu veux me répondre? Ouais. Mais surtout, pourquoi il était négatif? Qu'est-ce qu'il vous reprochait? Alors, le gros pépin qu'on avait à l'époque, c'était le Bluetooth. Des gros problèmes de connexion Bluetooth. Si t'as pas de connexion Bluetooth, t'as plus d'expérience utilisateur, parce que tout se base sur le fait de savoir ce qui se passe dans ton périnée ou sur ton périnée. Donc on est dans cette situation et là on se dit ok, on sait où on doit aller maintenant. On a notre indicateur clé, on va bosser dessus et c'est ce qu'on a fait toute l'année 2018. On a itéré énormément sur le produit hardware, sur le produit software, donc l'application, jusqu'à arriver début 2018. Je confonds peut-être un peu les dates, mais il me semble que c'est ça, début 2018. Alors début 2018, c'est les premières livraisons, donc c'est peut-être plus... Ouais, pardon, c'est début 2019, ouais, j'ai un décalage d'un an. Début 2019, on arrive avec un NPS à 40, on passe de moins 50 à 40 en un an, grâce à Haïfa qui nous avait accompagnés sur la partie product management, qui a fait un super travail. Et là, on voit toutes les étoiles qui s'alignent. On voit les reviews des blogueurs, les reviews des influenceurs qui sont dithyrambiques sur le produit. On lance sur Amazon, on se retrouve à 4,7 avec 100 notes assez rapidement et on itère sur le prix du produit, on itère sur pas mal de choses, sur le marketing, sur les campagnes qu'on faisait sur Facebook et ça je le dois aussi beaucoup aux conseils que j'ai reçus, notamment de Hugo, le fondateur de Perco, du fondateur de ISKN, de startups que j'avais contactés qui m'ont donné des conseils hyper intéressants et là, c'est le point d'inflexion, je pense que c'était avril 2019, où on passait de 20K tous les mois de CA. Et d'un mois à l'autre, on a fait 40K, et puis le mois d'après, on a fait 80K, et puis ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Top, on va clore ce premier chapitre et continuer sur celui que tu viens de commencer. C'est ce gros point d'inflexion en avril 2019, où j'aimerais rentrer dans le détail de tout ce qui a pu... du coup accélérer la donne, hein, tu viens de le dire, passer de 20K à 40, 80 et accélérer. En 2019, je le rappelle, hein, vous faites 1 million d'euros de CA et tu as quitté 2017, donc il s'est passé un an et demi depuis que tu as quitté EDF, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, en gros. Donc c'est beau. Tu viens de le dire, le premier des points que tu as cité, c'est le prix. Vous êtes passé de combien à combien? On était à 179 de manière générale et on est passé à 139. Ok. Avec des itérations, on a testé 129, 149, etc. Et 139, c'était là où on avait le meilleur ratio entre volume et marge. Ok, t'es descendu jusqu'à 129 ? Ouais. Et c'est 139, donc 140 balles versus 180, donc t'es descendu de 40 euros. Comment t'as fait tes itérations et tes tests ? On l'avait pas très bien fait parce que j'avais pas trouvé de solution qui me satisfaisait pour faire de l'A/B test de prix. Et puis je trouve que l'A/B test de prix, c'est un peu spécial, tu vois. C'est particulier, quoi. Dire aux gens qui vont payer un prix en fonction de leur chance. Mais du coup, on avait juste fait des périodes. En gros, je me servais des changements de prix pour alimenter mes campagnes d'emailing. Donc, j'envoyais des emails pour dire attention, le prix va baisser le prix va augmenter dans quelques jours. Donc, vraiment, c'est maintenant ou jamais si vous voulez payer un bon prix. Et puis, dès que... Ces tests, tu les faisais sur ton site ? Ou sur Amazon ? Sur mon site. Sur ton site, ouais, okay. Sur mon site.
Donc test sur le prix. Tu as aussi optimisé, tu as fait du CRO, hein, de l'optimisation de taux de transfo. Comment? Sur ton site aussi, évidemment. Sur mon site, je me suis basé sur le contenu qui est sur le site de Hotjar. Ils ont un CRO 101 où ils te donnent étape après étape tout ce que tu dois faire pour augmenter ton taux de conversion. Et moi, je m'étais surtout servi du questionnaire qu'ils te recommandent d'envoyer juste après les achats, où les questions qui sont hyper intéressantes, c'est qu'est-ce qui t'a fait hésiter à acheter? Qu'est-ce qui aurait pu te faire pas acheter? En gros, qu'est-ce que tu as aimé dans mon produit, etc. Et je faisais des statistiques par rapport à toutes les réponses que j'obtenais, et du coup, je priorisais les tests que j'allais faire ensuite. Ok, vous tapez CRO, c'est Conversion Rate, taux de conversion, Conversion Rate Optimization, CRO Hotjar, et vous trouverez le guide, hein, c'est A 3-Step CRO Plan to Improve Your Conversion Rate. Ok. Et là, tes apprentissages? Tes principaux apprentissages? Et là, l'un des trucs qui a vraiment changé ma vision du sujet, c'est que en posant la question, en fait, ces questions-là, en fait, je me mettais à mieux comprendre mes clientes. Et l'un des trucs que j'ai compris sur mes clientes à ce moment-là, c'est qu'en fait, si elles achetaient mon produit, c'était pas forcément pour faire de la prévention, ou c'est pas forcément parce que c'est cool de faire des jeux vidéo avec son périnée, même pas du tout ça. C'est parce qu'elles ont des futurs urinaires. Principalement, c'est parce qu'elles ont des futurs urinaires. Et c'est ça qui est suffisamment gênant dans ton quotidien pour que tu te dises, je vais mettre plus de 100 € dans un produit où je vais essayer de me soigner par rapport à ça. Okay. Et j'ai compris aussi qu'elles étaient stressées. Parce qu'elles se disaient, mais je vais mettre 100 €, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et donc à ce moment-là, je change un peu mon message marketing et j'arrête de dire Périfit, ça va renforcer votre périnée, mais je dis Périfit, ça va mettre fin aux futurs urinaires. C'est un truc de base en marketing, hein, c'est de parler plutôt des bénéfices finaux pour l'utilisateur, mais du coup je le comprends à travers ça. Et d'un autre côté, je rajoute une nouvelle garantie. On rajoute 100 jours satisfaits ou remboursés. Donc, si t'es pas contente au bout de 3 mois, si t'as pas réduit tes futurs urinaires, eh ben, dans ce cas-là, je veux pas ton argent. Tu me renvoies le produit, moi je vais le recycler. Et moi, ma mission, c'est d'améliorer la santé des femmes. C'est pas de prendre votre argent sans que vous améliorez votre santé. Et c'était des éléments qui ont fait la différence. Je sais pas qui l'a inventé, mais Emma aussi, ça a été un énorme boost. Tu sais, les 100 jours gratuits pour les matelas. Emma, les matelas. Ouais, bien sûr. Les 100 jours d'essai gratuits, satisfait remboursé, no question asked. Je trouve ça hyper intéressant. Ok. Prix, taux de conversion et optimisation du taux de conversion en parlant à tes clients et tes clientes. Des sondages. En termes d'acquise, il y a eu de l'évolution. Ce point d'inflexion, on est toujours à ce moment-là. C'était l'été 2019 qui est l'accélération de Périfit, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y a eu des points d'inflexion. C'était à la fois, c'était Hugo de Perco et un directeur du digital chez ESKN qui m'avait dit la même chose, qui m'avait dit, en fait, déjà, les objectifs sur Facebook, il faut mettre des objectifs de conversion uniquement. Parce qu'ils te laissent le choix entre plein d'objectifs. Des objectifs d'awareness, de trafic, etc. Ils m'ont dit, prends que l'objectif de conversion, ça avait fait une différence. Et l'autre objectif, c'était de faire beaucoup plus de créa, de mieux travailler sur les messages et de tester plein de targeting différents. Là, c'est moins important aujourd'hui, tu as moins besoin d'être sophistiqué dans ton targeting, mais à l'époque, c'était pas mal de faire des lookalikes, c'était pas mal de faire des différents types de lookalikes avec les add to cart, avec les acheteurs, etc. Et donc ça, c'était des points qui avaient pas mal joué aussi pour améliorer le taux de conversion. Et puis il y a aussi un taf sur le dashboarding où on a eu des datas plus claires aussi parce que c'était important de comprendre un peu mieux ce qui se passait. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait notre coût d'acquisition était tellement bas qu'en fait le truc qui allait pas là, c'était que le budget était trop bas aussi, quoi. Il fallait augmenter le budget. C'était quoi ton coût d'acq? À l'époque, quand on avait tout optimisé, on était autour de 15 €. 15 € l'achat. Ouais, par achat. Ok. Quel que soit le canal. Au global, ça faisait 15 €. Au global, 15 €, ok. Ton mix distribution a un peu évolué, mais tu es toujours à 90% en ligne, dont 10% sur Amazon. Tes apprentissages sur Amazon, c'est quoi? Si quelqu'un veut se lancer demain, qu'est-ce que tu lui dis dans le hardware? C'est compliqué. Nous, on a un sujet compliqué avec Amazon. Tu le fais en interne? On le fait en interne, oui. Okay. On a une agence quand même qui s'appelle Bitume, qui est très bien, je le recommande. Mais par contre, c'est très compliqué pour nous pour plusieurs raisons. La première raison, je pense qu'on n'est pas les seuls commerçants, mais moi j'ai rencontré des gens qui adoraient Amazon, qui faisaient tout leur business sur Amazon. J'ai aussi rencontré des gens qui ont eu des problèmes comme moi, où Amazon bloquait l'argent, où Amazon rendait pas le commerce le plus simple possible pour les commerçants.
En tout cas, pour nous, c'est très compliqué parce qu'on est censuré sur Amazon. C'est très dur de trouver le produit PeriFit sur Amazon. On est catégorisé comme un produit pour adultes. Donc, quand tu es catégorisé comme un produit pour adultes, bah, si tu tapes PeriFit sur Amazon, tu as peu de chances de le trouver. Ou en tout cas, on œuvre activement, on investit beaucoup de temps et d'argent pour qu'on soit trouvable sur Amazon. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'on est quand même là pour proposer une solution médicale aux femmes qui ont des fuites urinaires. Et les protections urinaires sont en vente libre sur Amazon, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu proposes un produit qui peut vraiment les soigner, là, il y a un malentendu qui se fait et dans le doute, on préfère ne faire priver les femmes de ce type de produit. Donc c'est un peu dur, mais on a quand même eu une belle phase sur Amazon. On est monté jusqu'à 1100 reviews sur notre produit. Mais malheureusement, là, c'est très très dur pour nous d'être visible. Ok. Alors tu ressors bien et du coup tu fais du retail média, enfin de l'achat média pardon sur le sujet. Hein, t'es là, t'es en première position sur sonde périnée. Ouais. Mais c'est assez variable en fait, Laurent. Là, tu tombes sur la page, mais en réalité, un jour sur deux, on disparaît. Là, on est visible en France. Il y a plein de pays où on n'est pas visible. C'est chronophage. Et du coup, sur Amazon, qu'est-ce que je conseille ? Ouais, non, mais surtout, c'est chronophage. Enfin, je vois que c'est compliqué, je le comprends. T'es obligé d'y rester parce qu'il y a de la concurrence. Bien sûr. Mais tu pourrais aussi en sortir. Tu pourrais laisser qu'un seul produit. Tu pourrais être présent pour. Enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu en fait, pardon, là, c'est pas les apprentissages que je te demande, c'est plutôt ta strat. Sur Amazon. Ou en tout cas, ton mindset, ton état d'esprit à date. Est-ce que tu vas y rester ? Est-ce que tu quittes ? Est-ce que. Ma stratégie, c'est jamais rien lâcher. Ok. Donc on est là, il faut qu'on fasse tout notre possible pour que ça marche. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que, et moi je le vis, sûrement que plein de gens qui nous écoutent le vivent aussi, tu veux acheter un produit, tu tombes sur une belle pub sur Facebook, tu arrives sur un joli site, tu te dis mais ça coûte quand même un peu cher. Je vais voir sur Amazon si c'est vraiment bien. Je vais voir les reviews en fait. Je vais voir s'il n'y a pas moins cher. Et c'est normal en fait. Ton trajet d'achat, c'est jamais une ligne droite, c'est des zigzags. Tu vas voir sur d'autres sites, tu vas aller chercher les commentaires sur des blogs, tu vas aller chercher des avis extérieurs, parce qu'il y a tellement de chances que tu te fasses arnaquer en fait sur internet qu'on a besoin de se méfier un petit peu. Et pour moi, Amazon, c'est essentiel pour rassurer les gens, pour leur dire regardez, sur Amazon, c'est très compliqué de truquer les reviews, tu prends des gros risques quand tu le fais. Si tu as 1000 reviews à 4,6, c'est du sérieux. C'est qu'a priori, t'es pas un arnaqueur, t'as vraiment un bon produit, t'as vraiment envie d'améliorer la vie des gens. Et ça, je pense qu'il faut pas priver les gens de ça. Faut leur donner ce moyen de valider que t'as un bon produit. Et donc, je lâcherai pas Amazon. 1300 évaluations et toujours 4.5 on note. Et évidemment. Ouais. Cool. Tu fais aussi un peu d'omnicanalité. 10% de ton CA vient de distributeurs. Raconte-moi qui, quoi, où. Alors, c'est comme je te l'ai dit, on a 10% de l'activité en France, 90% à l'étranger, donc ça dépend vraiment des pays. Mais globalement, on a des pharmacies sur le sujet. On a pas mal de pharmacies. On a les Galeries Lafayette, on a le Bon Marché avec Gapian. On a pas mal de magasins un peu partout dans le monde. Et globalement, on n'a pas fait grand-chose pour ça. C'est surtout de l'inbound. Il y a des gens qui nous contactent pour dire j'ai envie de distribuer PeriFit. Ok, go. Et on n'a pas encore fait beaucoup d'efforts pour développer la présence physique de PeriFit. C'est beau, hein. Ce 90% à l'étranger, il me paraît hallucinant. Comment est-ce que tu allé les chercher ? C'est que de l'inbound ? Non, mais tu as commencé sur Indiegogo et Kickstarter déjà, qui sont des plateformes internationales. Exactement. Sur des crowdfunding en anglais, d'ailleurs. Je l'ai retrouvé. Bladder Control and Core Strength. Sur Indiegogo. Okay. Yes. Donc j'imagine que dès le début, tu étais largement plus présent à l'international qu'en France. Ça a toujours été le cas. Ça n'a pas été un enjeu, ça, quand il a fallu ça a dû coûter cher pour envoyer tes sondes de PeriFit à travers le monde. Pas tant que ça au final. En fait, on a les États-Unis qui sont un gros pays pour nous, au même titre que le Canada, au même titre que l'Australie. Et donc, au final, quand tu commences à faire du volume, tu as juste à avoir un entrepôt aux États-Unis, un entrepôt au Canada, et puis quand tu sors tes cartons de Chine, tu les répartis un peu partout. Ça coûte pas beaucoup plus cher au final. Et pour nous, c'était naturel. En fait, une situation en France qui est particulière, c'est que la rééducation du périnée, elle est remboursée par l'assurance maladie. Et donc, quand tu vois qu'aux États-Unis, une séance de rééducation du périnée avec un spécialiste, ça te coûte à peu près $150, nous, pour le même prix, on vend 1000 séances. Ouais, c'est ça. Ouais.
c'est un no-brainer en fait. T'as dit un truc, t'es passé hyper rapidement dessus, mais la question m'est posée souvent, et nous on conseille avec Cosa Vostra sur ces sujets-là, mais c'est un no-brainer, un stock au Canada, un stock aux États-Unis, un stock en Europe, admettons, si tu arrives à trouver un bon hub. Tes produits qui sortent d'usine, tu les répartis sur tes différents hubs en fonction des besoins ou en fonction de ta charge, ton investissement. Le stock aux États-Unis, tu l'as eu quand ? Dès le début. C'était notre premier stock. Ton premier stock était aux États-Unis. Ouais. Comment tu as trouvé le partenaire ? Comment il s'appelle d'ailleurs ? Un peu par hasard, c'est ShipBob. ShipBob. Oui, très bien. Je recommande. Par hasard, on a regardé un peu ce qui se faisait. On a trouvé cet acteur qui était un peu un nouvel acteur, qui avait des bons prix. On s'est lancé. Ok, et donc ton premier et seul stock au début ? Alors. Ah, je vois, ils ont une offre, pardon. Donc c'est ShipBob, B-O-B, comme Robert, bob.com. J'imagine que ça vient de là. Et il y a du fulfillment en partenariat avec TikTok. Des choses qui se font pas encore chez nous. Hein. Ouais. Mais ils sont assez tech. C'est ça qui nous avait séduit, c'est qu'ils avaient une intégration qui était assez facile avec Shopify, avec plein d'outils. Donc tu avais ton shop. Mais non, mais ta campagne de crowd, tu l'as fait sur Indiegogo. Oui. Tu crées ton stock aux États-Unis avec ShipBob. Ouais. Tout ton stock part là-bas. Et de là-bas, tu expédies aux quatre coins du monde, mais notamment aux États-Unis, tu m'as dit, puisqu'ils sont majoritaires. Exactement. Sur les commandes. À quel moment tu crées le Shopify ? Quasiment immédiatement, dès qu'on a fini la campagne sur Kickstarter, on a embrayé avec un Shopify pour continuer à faire des préventes. Ok. Et ton stock en France, il est avec qui ? Il est chez qui ? Alors initialement, on était chez Amazon, juste pour la partie fulfillment, pas pour la partie e-commerce. Et en France, on était chez Cubine et là, on est chez Hive. Ok. Que je vois souvent passer dans les deux d'ailleurs, hein, dans le panier. Et donc tous les deux sont reliés à ton Shopify. Ouais. Et en fonction de... T'as un seul Shopify ou t'as deux Shopify ? Un US, un France, un reste du monde, un France. Enfin, c'est comment tu gères ? J'en ai 10. T'en as 10 quand même. C'est un bonheur à gérer. Donc t'es sur plus, évidemment. Comment ? T'es sur plus ? Ouais, on en a un en France, un en Espagne, un en Allemagne, un en Italie, un au UK, Australie, États-Unis et Canada. Je pense que j'ai oublié personne s'il y a un en Irlande aussi. Et c'est aussi parce que c'est compliqué de faire de l'international. En fait, à notre niveau, à notre échelle, où on a dépassé les 15 millions, et pourtant... on est très international. En fait, on n'a pas un gros volume d'affaires, mais par contre, on est très international. C'est dur de trouver le bon acteur. Et donc, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'était ça. C'était plein de stores Shopify. Et donc, on a un outil qui s'appelle Order Desk, qui lui va récupérer toutes les commandes et va les renvoyer chez chacun des entrepôts. C'est une application. Donc, tu as 3 entrepôts toujours ? Là, on en a plus, parce qu'on a Hive, Australie, UK, Canada, États-Unis, ça fait 5. Ok, 5 entrepôts, 10 sites web, Order Desk qui fait la répartition, le load balancing un peu des commandes en fonction des stocks. Ouais. Quel autre outil ? Markets pour la gestion des prix et l'unicité ou la non-unicité des prix en fonction des marchés ? Non ? Pas c'est le même prix partout on adapte par rapport aux devises, à l'évolution du taux de change. Ouais. Mais globalement, c'est à peu près le même prix partout. Ouais. Ok. Et donc, c'est manuel en tout cas. Et c'est manuel, voilà, c'est ça ma question. On fait ça manuellement. On fait ça manuellement sur les 10 sites. Vous êtes combien à gérer le site internet ? Ouais, ou la tech. C'est quoi le setup de ton équipe pour arriver à ce niveau d'organisation ? On est 4 dans l'équipe marketing. Ouais. Donc il y a une personne en charge de l'e-commerce et du trafic, une personne en charge des influenceurs, d'une partie un peu plus branding. On a une personne en charge du design qui produit les designs. Et on a une dernière personne en charge du SEO. En charge du SEO. Un back-end, les 10 fronts et Order Desk qui balance les commandes en fonction des commandes, qui balance les commandes au stock en fonction des commandes. À quel moment t'es passé à Shopify Plus ? C'était, je pense, l'année où on a fait 8 millions. On est passé de 1 million à 8 millions. En fait, c'était un no-brainer parce que le tarif de Shopify Plus était plus intéressant pour nous. Parce que ils ont des commissions sur les transactions qui sont un peu plus basses. Et en fait, je crois que c'est à partir de 4 500 000, c'est plus intéressant de passer sur Shopify Plus. Ok. Et quel effort en termes de tech, de ressources ? 0. Voilà. Ça n'a rien changé. C'est pas moi qui l'ai dit.
Mortel. J'aimerais creuser un peu tes leviers d'acquisition, d'activation. Ouais. Tu m'as dit que c'était compliqué sur Amazon. Ouais. Sur Google, ça l'a jamais été ? Beaucoup moins. T'es dans quelle catégorie ? Beaucoup T'es médical du coup ? On est plutôt médical. Ok. Et on n'est pas flagué, on peut diffuser nos pubs, il n'y a pas de problème. Ok. T'as eu des blocages par moment ? T'as eu besoin de t'expliquer, de montrer patte blanche ? Partout. Le pire, c'était sur Facebook. Mais Vas-y, raconte. Sur Facebook, on avait une période où toutes les pubs étaient refusées. Et à chaque fois pour la même raison, parce que c'était un produit pour adultes. Et donc à chaque fois, moi je me souviens d'une période où j'étais tout seul encore, hein, quand on était dans la route vers les 8 millions, où je passais toutes mes journées, mais vraiment, hein, du matin au soir quasiment, à recréer la pub, à faire un truc hyper manuel, hyper répétitif. Juste, je recréais la pub, je prenais la vidéo, je la raccourcissais d'une microseconde pour que ce soit pas le même fichier. Enfin, je testais plein de trucs complètement débiles pour essayer de berner leur robot qui flaguait les pubs pour adultes et qui m'empêchait de diffuser, en fait. Et ça, c'était compliqué, mais sur Google, on n'a jamais eu de gros problèmes. Ok, donc pas de gros ou longs blocages en tout cas. Non. Tu me disais quand on préparait l'entretien, donc je prends de l'avance, 80% de ta dépense média sur Meta et Google, c'est ça ? C'est ça. C'est beaucoup. C'est quoi ta dépense d'ailleurs ? Pardon. C'est peut-être ça la première question que j'aurais dû poser. Comment ça, en termes de budget paid media ? Le budget paid media, on doit paid media, paid social. Au total, on doit être à un peu plus de 300K par mois. Par mois, ok. 3,5 millions, 3,6 millions par an. Et donc 3 millions sur Google et Meta. Ouais. C'est une sacrée dépendance. Exactement. Ouais. Comment est-ce que tu abordes cet enjeu ? Ah, mais c'est un enjeu qu'on prend très au sérieux. Comme je te l'ai dit, pour avoir vécu des blocages de Facebook, des blocages d'Amazon, on sait que notre business, il tient à pas grand-chose. Si t'es plus visible sur Internet, en fait, tu peux changer de métier, plus ou moins. Donc, comme t'es très dépendant de ces acteurs et que à tout moment, pour une raison ou une autre, tu peux disparaître, c'est important de sortir de cette dépendance, de trouver des autres manières d'être visible. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans l'organique pour essayer de se développer et d'amener du trafic d'une autre manière. Ça, c'est un gros chantier pour nous aujourd'hui. Ok. Tu m'as parlé d'influence aussi. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que tu l'abordes ? Comment est-ce que tu la travailles ? L'influence, on a quelqu'un en interne qui passe sa journée à repérer les influenceuses qui vont être pertinentes pour nous, à les contacter et à leur proposer des opérations. Et nous, notre manière de voir, moi je considère que... Ce sera une experte, une professionnelle, ou ce sera une maman ? Ce sera très large. Très large. Okay. On a des expertes, on a des médecins, on a des mamans, on a des personnes qui font plutôt du fitness. C'est vraiment le plus large possible. Et moi, ma vision sur l'influence, c'est que on sous-estime parfois la force que peut avoir un influenceur, pas que sur sa communauté. Des fois, on limite un peu l'influenceur à sa communauté. Mais en réalité, l'influenceur, c'est avant tout un créateur de contenu. C'est quelqu'un qui a aussi une patte, un style. Et moi, je trouve ça génial quand des influenceurs à qui on donne carte blanche te produisent du contenu qui est meilleur que ce que toi, tu es capable de faire. Et ça est arrivé à plusieurs reprises. On a eu des contenus formidables qui ont été produits par des influenceurs. Et moi, ma vision, c'est qu'il faut laisser le plus de liberté possible. C'est intéressant. Il ne faut pas limiter l'influenceur à son bassin d'audience, mais le voir comme un créateur de contenu que tu peux réutiliser, pusher, sponsoriser vers d'autres audiences. Ok. Tu t'es planté ? Ah oui. Sur l'influence ? Sur l'influence, je pense que je me plante toujours. Hein. C'est un peu la loterie. Hein. Tu as des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, tu payes très cher une publication et puis tu as zéro vente derrière. Ouais, et du coup, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour vérifier ou pour crash tester, j'en sais rien Ouais, t'as plein d'outils. Ouais, c'est pas moi qui le fais directement, donc je serai pas le plus expert pour te répondre. Mais tu regardes le nombre de likes par photo, le nombre de commentaires. Enfin, même ça, aujourd'hui, c'est difficile à évaluer. Moi, j'aime bien regarder l'évolution des followers. Quand tu regardes la courbe d'évolution, tu vois des fois des choses un peu bizarres. Tu vois des évolutions un peu rapides, bizarrement. Tu regardes sur son actu, tu vois qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'est des indicateurs pour savoir si le prix est surévalué ou pas. Ok. Et en acquisition, est-ce qu'il y a des enseignements, des apprentissages que tu peux nous donner sur des erreurs ou des gains que tu as pu faire, des wins ? Ouais, de manière générale, la quantité prime sur la qualité. Malheureusement, c'est ce dont je me suis rendu compte. En gros, tu peux passer beaucoup de temps à réfléchir dans ton coin, à te dire quel est le meilleur message que je vais mettre sur mon site, quelle est la meilleure pub que je vais afficher, quelle est la meilleure idée que je peux montrer. Et au final, ce temps-là, il est moins bien investi que si tu te dis « Ok, il faut que je sorte 10 idées aujourd'hui
et qu'on fasse 10 vidéos cette semaine et qu'on fasse 10 images cette semaine et on fera pareil la semaine prochaine. Et peut-être qu'à la fin du mois, on va faire une créa qui va tout casser. C'est un peu ça la logique. Et à partir du moment où tu as une créa qui casse tout, bah en fait, tu peux la spinner, tu peux la refaire avec une autre, avec plus de qualité, etc. C'est plutôt ça l'enseignement principal que j'ai aujourd'hui. Ok. Tu investis en fonction des marchés sur lesquels tu vends. Il y a des marchés où il faut investir plus. Enfin, tu vois, ton ROAS dépend beaucoup j'imagine, varie en fonction des marchés. Ouais, bien sûr. Tu as un apprentissage là-dessus? Pas tellement. Le seul apprentissage que j'ai pu avoir, c'est d'avoir lancé des campagnes mondiales. En gros, c'est un peu comme ça qu'on lançait les nouveaux pays. Tu sais, sur Facebook, tu peux faire un targeting plutôt mondial. Et là, tu vas pouvoir mesurer ton CPA par pays. Et en fonction de ça, bah, tu peux décider est-ce que tu renforces tes efforts de traduction de tes pubs sur ce pays en particulier. Et potentiellement, derrière, ça va te permettre d'ouvrir un nouvel entrepôt et d'améliorer l'expérience des gens dans ce pays, etc. Cool. Tu fais de l'email aussi, j'imagine? Bien sûr. C'est quoi ton taux de réachat? Il y a du réachat? Non, il y a de la... Ah ouais, il y a du réachat. On a plus de 400 000 clients, donc sur un hasard, ça marche. Mais c'est pas l'idée. Non, mais surtout, tu as sorti de nouveaux produits. Alors, on terminera là-dessus, hein, sur les nouveaux produits, mais donc j'imagine que par l'email, tu peux les orienter vers les nouveaux produits, le cas échéant. 400 000 clientes, c'est ça? 400 000 clientes. Et combien de emails en tout? Combien d'adresses email? Ouais. Oula. Parce que t'as des adresses de non-clients, j'imagine, évidemment. Ouais, bien sûr. Après, j'ai plus les chiffres parce qu'on supprime régulièrement les bases pour pas que des personnes reçoivent des emails pendant des années. Mais moi, je dirais qu'on a à minima quelques millions, quoi. Ok. Et donc, ta strat email, c'est quoi? Alors, strat email, c'est pas avoir peur de demander l'email, pas avoir peur de pousser le pop-up sur le site, le faire de manière pas trop agressive non plus, mais quand même, faut pas avoir peur. Et deuxièmement, ensuite, une campagne automatique d'emailing où on va proposer des codes de réduction, évidemment, mais pas que. On va rassurer les gens. Potentiellement, nous, on est... c'est ma problématique à moi que j'ai adaptée en email, mais je pense que chaque problématique est différente. Nous, pour rassurer les gens, c'est leur envoyer des témoignages de kinés, de sages-femmes qui disent voilà, moi je recommande Périfit à mes patientes, voilà pourquoi je trouve ça cool, témoignages de clientes, enfin les rassurer et aussi leur offrir des conseils gratuits. Je trouve que ça fait jamais de mal. Et tout ça sur une plutôt longue période, donc sur quelques mois, sans être à un mail par jour, mais rappeler les gens au bout de quelques mois, ça fait du bien aussi. Et tu vois un taux de conversion en fonction de la longueur, de la durée, de l'impact? On achète en moyenne au bout de 4 mois, je sais pas, pour quelqu'un qui vient de s'inscrire, 3 mois, 2 mois? Non, en général, ils s'achètent directement. Juste après avoir reçu le premier email, ils s'achètent. C'est la principale proportion des gens. Mais comme ça continue à convertir au fur et à mesure que tu envoies des emails, oui, pourquoi se priver, c'est rentable, on y va. Ok, compris. Je parlais de produits justement, donc tu as commencé avec... Alors j'ai pas les noms des produits, j'aurais dû les noter, je suis désolé, mais la sonde et le tire-lait. Oui, mais il y a deux sondes. Ah oui, d'accord, il y a le Périfit Care et le Périfit Care Plus. Ok, donc le Périfit Care, c'est le premier produit que vous avez lancé, celui avec une sorte de petit bracelet, de petite cordelette qui sert d'antenne, tu me disais. Ouais, c'est ça. Pas mal, hein. Bah oui, j'imaginais pas qu'on puisse faire une antenne. Enfin, j'imagine, en fait, je me suis jamais posé la question. Qu'on pouvait faire une antenne il y a des clients flexible, qui le coupent. Il marche plus. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai coupé la corde au bron. Ok. C'est con. C'est dommage. On va vous en renvoyer un. Mais ne faites pas, s'il vous plaît. Si vous achetez Périfit, ne le coupez pas. Donc, le Care, qui est le produit initial, que si vous allez sur la page produit, c'est celui qui est turquoise, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a eu le Care Plus, qu'on voit aussi sur la page d'accueil. Le Care Plus qui, donc, a un petit bras qui remonte, je sais pas comment, une antenne qui remonte, c'est ça? Et ensuite le tire-lait. Raconte-moi ton évolution produit et vers quoi tu te diriges. Je l'ai dit tout à l'heure, pardon, je fais des questions à rallonge aujourd'hui, je suis désolé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le marché de la rééducation périnéale, c'est un marché à 150 millions d'euros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le marché du tire-lait, un marché à 600 millions. 600 millions. Tire-lait tire-lait qui tient dans le soutien-gorge. Qui tient dans le soutien-gorge, c'est un marché à 600 millions. Donc raconte-moi un peu ton évolution produit. Ouais, bien sûr. Alors on a notre premier produit, c'est notre banger. On en vend de plus en plus, on est en croissance. Et on remarque des retours utilisateurs qui nous disent « Ah tiens, ce serait pas mal si vous faisiez ça, ce serait pas mal si vous faisiez ça ». Et on se rend compte qu'en fait, en changeant le design, on peut améliorer drastiquement notre NPS. Donc c'est ce qu'on fait avec le nouveau design. On a un NPS qui dépasse les 60. Donc à titre de comparaison, l'iPhone, il a un NPS à 60.
Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, c'était notre première étape. Donc se dire, de toute façon, notre mission, c'est de permettre aux femmes d'améliorer significativement leur santé, et on pourra mieux le faire avec ce nouveau design. C'est ce qu'on a fait. Et on se trouve dans la situation où, comme on est autofinancé, on a des ressources, c'est le moment de développer de nouveaux produits. On teste plusieurs concepts, et avec le tire-lait, c'est un carton. En fait, le fait de tirer son lait avec une machine, c'est quelque chose qui est hyper contraignant pour beaucoup de femmes. Les femmes qui viennent d'avoir un enfant, comme les hommes qui viennent d'avoir un enfant, n'ont pas beaucoup de temps, parce que tu as un nouveau colocataire qui arrive chez toi, qui fait pas à manger, qui paye pas de loyer. Par contre, il demande beaucoup de temps, quoi. Et en conséquence, comment est-ce que tu redonnes du temps à ces personnes-là ? Tu leur permets de faire plusieurs choses à la fois. Donc les tire-laits classiques, c'est des tire-laits qui se branchent à un mur, t'es assise, torse nu, tu colles 2 tétrelles sur tes seins et t'attends 20 minutes, 30 minutes que le lait soit tiré. Et ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est comme ça. En fait, on a des solutions moyenâgeuses aujourd'hui pour les femmes qui tirent leur lait. Et malheureusement, pendant qu'elles font ça, elles peuvent rien faire d'autre. Elles peuvent même pas utiliser leurs mains, parce que leurs 2 mains sont utilisées pour tenir les tétrelles sur les seins. Donc, on voit ça. On voit que la technologie aujourd'hui permet de miniaturiser tout ça et d'avoir un tire-lait qui tient le soutien-gorge, qui est aussi puissante qu'un tire-lait d'hôpital, qui est silencieuse et qui est intelligent. Parce que du coup, tu vas pouvoir le connecter à une application qui va te dire quand est-ce que ton lait commence à arriver, et du coup qui va changer le mode pour être encore plus efficace, qui va pouvoir te dire quand est-ce que la bouteille est pleine. Donc pas de souci, en fait tu as une notification directement sur ton téléphone quand tu dois aller vider ton tire-lait. Ça va te permettre également de mesurer avec le temps le volume de lait que tu récupères, donc contrôler un peu à quel point tu es performant, et à quel point comment ton allaitement se passe. Et puis enfin, on a tout un système de data qui va te permettre d'optimiser les patterns de succion. Donc en fait, comment ta pompe est pilotée pour optimiser ton allaitement. En gros, c'est un allaitement garanti, un succès garanti pour ton allaitement que tu achètes avec ce produit-là, qui est vraiment un produit qui crée une fracture technologique entre ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui. Et donc on teste le concept, on le met sur Internet, on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés un peu de la même manière qu'on l'avait fait pour le premier produit. Et du coup là, on lance le développement et on a lancé au début de l'année. Et c'est en croissance depuis le début de l'année. On était en rupture de stock sur les 6 premiers mois de l'année. Donc très très heureux de ce nouveau produit qui, je pense, change vraiment pour le mieux la vie des femmes qui allaitent. C'est alors question de néophyte, ça me paraît technologiquement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, pardon, que la sonde périphite. C'est un peu plus complexe, okay. Effectivement, ouais. C'est un peu plus complexe parce que tu as plus de mécanique. Plus de captation ou de capteurs, j'imagine aussi. Le capteur, c'est moins gênant, mais ouais, t'as un capteur qui est assez compliqué à piloter. Enfin, t'as quand même pas mal de tech derrière, et puis surtout Oui, mais pardon, tu l'as dit. En fait, il y a de la mécanique. Ouais, il y a de la mécanique. Il n'y a pas dans le périphite. Le périphite, il y a le capteur de pression. T'as un peu de méca quand même, parce que tu dois avoir des pièces qui bougent un peu pour pouvoir mesurer la pression. Ok. Qui est appliquée sur le produit. Mais néanmoins, c'est sûr, t'as entièrement raison, c'est plus technique à faire. Cyril, c'était passionnant. De quoi on n'a pas parlé? Est-ce qu'on a oublié des sujets? On n'a pas parlé de toi, Laurent. Non, non, mais sortir du NPS négatif, je trouvais ça fun. Et surtout, vendre avant de produire, on en a parlé beaucoup au début. Vous êtes autofinancé jusqu'à présent. Ouais. Vous êtes rentable, évidemment, du coup, depuis le début. Ouais. Rapidement en tout cas. Énorme croissance de 1 à 8 millions entre 2019 et 2020, c'est quand même assez dingue, fois 8. Comment vous avez réussi à la financer? Il n'y a pas eu de crowd, donc il faut bien produire avant de vendre cette fois. Bah écoute, là c'était assez compliqué parce que quand tu veux produire des objets hardware, en particulier avec des usines en Chine, il faut avancer l'argent. C'est en général comme ça que ça se passe, tu payes quasiment 100% à la commande. Et donc, nous, on n'avait pas des finances qui nous permettaient de prendre beaucoup d'avance sur le stock, et donc on était limité, si on faisait rien, à une toute petite croissance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a indiqué sur le site 2 choses. On a dit, d'une part, le produit va pas être dispo tout de suite, il va être dispo dans 1 mois ou 2. Donc, en fait, on vendait alors qu'on était en rupture de stock, et on précisait, il va être dispo dans 1 mois ou 2 parce que la demande est trop forte.
Donc c'est comme ça que tu as géré ton BFR pour pouvoir payer tes commandes. Si je pars du principe que tu as vendu, tu es passé à 139, ça fait 140, hors taxe ça fait 110, alors ensuite j'imagine qu'il y a des distributeurs, mais bon, 8 millions ça fait quoi, 70 000 produits? Je suis loin de la réalité, 50 000, 60 000? Ouais, c'est ça, un peu plus. Ouais. Ok, c'est un sacré billet, un sacré bifton à sortir, et du coup tu dois être... C'est quoi ton temps d'appro entre le moment où tu passes commande et le moment où tu reçois? À l'époque c'était 4 mois. Putain, c'est chaud, hein. Donc tu as jonglé pendant un an avec ton BFR. C'était horrible. Okay. C'était horrible parce que on lançait des investissements parce qu'on se disait ouais c'est bon, ça va grossir, les ventes vont grossir. Sauf que si les ventes grossissaient pas, c'était fini pour nous. C'était la fin du business parce qu'en fait on n'était pas capable de payer les usines, on n'avait plus d'argent et c'était très tendu. On a fait ça pendant 6 mois, donc j'étais très content quand on est sorti de ces 6 mois et qu'on a enfin eu un gros stock avec aussi de la trésor. Avec de la trésor qui permet d'amortir et de faire le buffer sur la suite. Ouais. Ok, compris. C'est quoi le endgame? Tu vas où? Alors, pardon pour tous les anglicismes, chers auditrices, chers auditeurs, mais maintenant vous me connaissez, donc j'assume. Fuck it. Voilà. C'est quoi le endgame? Tu vas où? Vous êtes autofinancé, tu vas lever des fonds pour faire x10, tu vas continuer, tu dis que sur le tirelet, sur ces 600 millions, sur ce machin à 600 millions, tu vas tailler la part de Lyon. Il y a plusieurs temps. Ouais, déjà, il y a le temps du tirelet. Donc aujourd'hui, c'est notre temps. C'est le temps de faire en sorte que ce tirelet, qui est le meilleur du marché, ait la place qu'il mérite sur le marché. On a un marché à 600 millions. Si on prend 10% du marché, on multiplie significativement la taille de notre société. Donc ça, c'est notre enjeu aujourd'hui. L'enjeu à plus long terme, c'est de continuer notre démarche, de continuer notre mission, d'améliorer significativement la santé des femmes et leur bien-être. Et donc pour ça, on va lancer de nouveaux produits, notamment potentiellement sur la fertilité, sur le cycle menstruel, sur la ménopause, sur des situations qui sont vraiment compliquées pour les femmes et pour lesquelles on trouve qu'il n'y a pas les solutions qui méritent d'être sur le marché. Je comprends, c'est beau. Est-ce que je m'étais noté dans ma tête cette question, mais pas par écrit, du coup je la pose maintenant. Le fait d'être un homme, est-ce que dans ce milieu, pour la prise de parole, pour la communication, est-ce que ça a été un frein ou l'inverse? Comment est-ce que c'est perçu? Ou ça ne change rien? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas te dire si j'incarne pas ma société parce que je suis un homme ou si c'est parce que juste c'est pas ma personnalité. Et je pense que c'est totalement possible d'être un homme et d'assumer son féminisme et d'assumer le fait que je fais un produit pour les femmes, mais c'est pas parce que je suis pas une femme que je peux pas le faire. C'est clairement une question de boomer que je t'ai posée, hein, je l'assume, mais je me posais la question. Ouais, mais je pense que c'est possible. Après, c'est sûr que moi, quand je vois des sociétés qui sont fondées par des femmes, ça me fait hyper plaisir. Je trouve que ça serait une bonne chose pour ce mouvement féministe qui est d'autant plus d'entrepreneurs féminines, en particulier pour faire des produits pour les femmes. Faire une société qui est faite par les femmes, pour les femmes, je trouve que c'est très beau. Je vais pas changer de sexe pour ça, mais en tout cas, ça a moins d'intérêt pour moi, étant donné ce fait. Ok. Cyril, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps et ta transparence. Chères auditrices, chers auditeurs, faites un tour tout de suite sur perifit.co, perifit.co, c'est ça, hein? Parfait. Et si vous voulez continuer la conversation avec Cyril, c'est Cyril Haoudi, Haoudi sur LinkedIn, pour échanger avec lui. Merci infiniment, Cyril, c'était très cool. Merci à toi, Laurent. Et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io et faites un tour sur le site. Hein. Il y a des téléchargements, notamment les derniers livres blancs sur Shopify. Elle est pété le plafond de verre des 10 millions. Colis Consult, comment optimiser, comprendre le transport et la log de ces produits. Et SMS Mode, c'est comment utiliser, performer et cartonner grâce au SMS. Merci à toutes, merci à tous, merci à toi Cyril. Merci à toi Laurent, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire.
Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.